Avec l'aglo, plus belle la vie. « 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, l'air sera déjà plus respirable. La chaleur sera encore bien présente en matinée avec quelques ondées orageuses par endroits. L'après-midi, les conditions seront plus agréables et les éclaircies seront de retour. Côté température, les minimales iront de 16 à 20 degrés et les maximales de 24 à 27 degrés. Demain samedi 6 juin, nous fêtons les Norbert. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h26. Et tout de suite, retrouvez Une semaine en Lorraine, le magazine de vos télévisions locales. Très bon week-end à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, en ce premier jour de juin. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. De la Sarre embarque. Les bateliers. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Une semaine en Lorraine pour cette fin de mois de mai. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre région durant ces derniers jours grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire de cette émission, la force des livres en action. Coup de projecteur sur une initiative originale et inédite portée par la ville de Thionville au profit de la lutte contre le cancer du sein. Les collégiens et lycéens découvrent les filières transfrontalières post-bac en Moselle-Est. En ligne de mire, l'alternance en Allemagne. Manger local, un style de vie plus accessible grâce à la ruche qui dit oui que TV Cristal nous fera découvrir. Un produit qui est bien de saison, la rhubarbe. Nous plongerons dans le quotidien des saisonniers arracheurs et effeuilleurs de rhubarbe. Devenir châtelain, ça vous dit? Mirabel TV nous fera visiter un château de Moselle en vente. Attention, travaux à prévoir. Et pour finir cette émission, nous nous rendrons au meeting international de natation qui s'est déroulé à Nancy. Mais pour commencer cette émission, plongeons dans l'univers fantastique avec les Imaginales, le festival avec des mondes imaginaires créé en 2002 par la ville d'Épinal, a bien grandi et fête aujourd'hui sa 14e édition. 4 journées hors du temps avec une centaine d'événements, conférences, expositions, cafés littéraires sur toutes les littératures du fantastique que Vosges Télévisions nous fait découvrir.
Les pouvoirs d'Harry Potter n'auraient pas fait mieux. La magie souffle sur les Imaginales depuis sa création il y a 13 ans. Le Festival des mondes imaginaires de la Cité des Images est désormais le premier festival européen du genre, salon des littératures de l'étrange. Romans historiques, contes, fantasy et science-fiction sont à l'honneur. 2000 visiteurs à ses débuts et une décennie plus tard, 25 000 attendus jusqu'à dimanche soir. Le maire de la ville en a rêvé et il a eu raison en créant ce festival, en misant sur un genre méconnu et risqué à l'époque, l'imaginaire. Oui, c'est impressionnant ce qui s'est passé en 13 ans, effectivement. Je regardais tout à l'heure les quelques chiffres. Nous avons invité plus de 1500 auteurs, plus ceux qui sont venus spontanément. Nous avons organisé plus de 1000 cafés littéraires. Et là, ce sont des lieux de débat dans des lieux absolument extraordinaires, d'ailleurs, que sont les Magic Mirror ou maintenant la Yourte des Contes. Mais on a eu des débats absolument d'une intensité, d'une originalité, avec des personnages, des gens tellement extraordinaires. C'est vrai que c'est une fantastique ouverture de la ville sur le monde, mais c'est aussi un investissement de tous les lieux de la ville. Et ça, il faut vraiment encourager tous les festivaliers, mais aussi tous les Vosgiens qui sont ici pour voir les différentes expos. Épinal vit donc à l'heure des expos, films, conférences et quelques 70 cafés littéraires organisés, culture et société au programme. Le festival donne à réfléchir chaque année sur un thème. En 2015, les mutations. Mutations parce que la fantaisie est quand même une littérature des mutations. Ce sont souvent des sociétés qui sont en crise, qui vont changer. C'est aussi parfois l'adolescent qui va devenir adulte au travers d'un parcours initiatique. La mutation, c'est aussi dans l'anticipation celle de nos sociétés. Et la mutation, c'est aussi le vampire qui passe de l'humain au non-humain. Donc tous ces thèmes-là se retrouvent très largement sous ce terme générique mutation. Un pays invité également, cette année le Royaume-Uni. Alors y a-t-il, comme pour le suspense, un fantastique so British? Kim Newman est un auteur prolifique et un dandy anglais qui se passionne, attention, pour le 19e siècle et les vampires. J'ai choisi le 19e siècle parce qu'il est pour moi le point de départ de notre présent. C'est là que tout commence. Et j'ai choisi les vampires parce que de tous les monstres, c'est ceux qui me plaisaient le plus, les plus sympas à décrire et qui me permettaient aussi de créer dans mes livres des métaphores sur les interactions entre les êtres humains, les prédateurs et les proies. Les mondes imaginaires sont une littérature aimée des jeunes, prix des lycéens, des collégiens et nouveautés, prix des écoliers à ce festival en sont la preuve. Une littérature qui s'ouvre également à toutes les générations. Moi, je trouve que ça permet de se détacher de la réalité, de découvrir de nouveaux mondes, de devenir plus créatif, ce genre de choses. Je trouve que c'est à la fois un événement de grande qualité sur le plan littéraire et en même temps populaire au bon sens du terme. C'est très convivial. Je cherche, je fouine, je regarde. Ça me permet également de découvrir des auteurs que je ne connais pas, d'avoir des conseils de professionnels qui sont avisés et donc éventuellement de trouver autre chose. Alors là, je vais citer Pratchett parce que je suis en train de lire Pratchett. La fantaisie, c'est pas seulement une littérature qu'on peut lire pour s'évader, c'est aussi un endroit où aller quand on s'évade. Les Imaginales, c'est à Épinal. Les elfes et les zombies vous accueillent jusqu'à dimanche soir. On reste dans l'univers des livres, quittons celui du monde imaginaire pour le réel avec un coup de projecteur à présent sur une initiative au grand cœur portée par la ville de Thionville en Moselle. Il s'agit d'un livre de recettes intitulé Les Thionvilloises. Il a été réalisé par le personnel féminin de la ville. 55 agents ont accepté de donner leurs recettes fétiches afin de composer cet ouvrage. Un livre inédit qui participera à la lutte contre le cancer du sein puisque l'intégralité des bénéfices de sa vente sera reversée à l'association Les Dames de Cœur de Thionville. Un reportage de Mirabel TV. Dans la cuisine de Virginie, c'est l'heure du rush. Les premiers invités feront bientôt leur arrivée et pour leur faire honneur, elle leur a concocté une recette particulière. Gratin dauphinois et brochette de canard. C'est une recette que j'ai découverte lors d'un séjour dans une chambre d'hôte. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très bonne, très facile à faire, très simple et originale. Et je trouve qu'elle convient très bien en été, comme en hiver, comme dans des grandes occasions, pour les fêtes de famille, les fêtes de Noël, les anniversaires. Et il y a très peu de préparation et ça fait en plus une belle présentation originale.
Virginie est agent à la mairie de Thionville. Comme 55 autres employées féminines de la ville, elle a choisi de partager son menu dans un livre de recettes, dont les bénéfices seront ensuite reversés à une association. De l'infographie à la conception du livre, elles se sont toutes mobilisées pour faire de ce projet une réalité. À quelques semaines de la distribution du livre, le rendez-vous est donné chez un imprimeur à Knutange. 5000 exemplaires lui ont été commandés. Si la reliure n'a pas encore été réalisée, c'est l'occasion de découvrir le résultat sur papier glacé. L'aboutissement de plusieurs mois de travail semble avoir porté ses fruits. En tout cas, la qualité du papier est nickel. Je pense que chacune d'entre nous a donné une recette qui lui tient à cœur, soit une référence à son enfance, soit une référence à sa famille, quelque chose qui lui tient à cœur et a mis une petite anecdote, ce qui rend le livre beaucoup plus sympathique, quoi. Sympathique mais surtout utile, car si les 5000 exemplaires sont vendus, ils permettront de rapporter 17 000 € à l'association Dames de Cœur, qui œuvre pour la recherche contre le cancer du sein. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de mobiliser et de contribuer par les dons qui seront faits à reverser le maximum d'argent à notre cause. Disponible à partir de ce week-end, vous pourrez vous le procurer chez les commerçants thionvillois ainsi qu'à l'office de tourisme au prix de vente de 5 €. L'éducation bilingue ou encore transfrontalière au cœur de l'actualité, notre situation géographique nous pousse à saisir les opportunités d'union avec notamment l'Allemagne en matière d'apprentissage mais également d'avenir. Côté français, ni ministre ni collectivité n'a encore clairement établi l'équivalent de ce que les Sarrois appellent la stratégie France. À Sarreguemines, pourtant, des actions vont en ce sens, comme le projet de parcours de droit transfrontalier, mais également l'établissement Henri Nominé qui projette de devenir un lycée sans frontières. D'ailleurs, cette semaine, une réunion de sensibilisation à destination des collégiens et des lycéens était organisée sous l'œil et la caméra de Mosaïque TV. Si quelque part ce qui se passe aujourd'hui crée une envie chez vous, ne serait-ce que chez un d'entre vous, on aura tout gagné. Car l'avenir n'est pas franchement un souci quand on a entre 14 et 16 ans. L'idée est donc de semer une graine dans l'esprit de ces collégiens et lycéens et leur permettre d'envisager une formation post-bac en alternance en Allemagne. Nous souhaitons positionner le lycée Henri Nominé sur un lycée dont la thématique serait le sans frontières. Sans frontières, donc il s'agit de travailler bien entendu en Allemagne, mais aussi d'ouvrir les possibilités de formation en France, en Allemagne, en partenariat. En l'occurrence, aujourd'hui, la SW, qui est une école, une Hochschule allemande, qui va proposer donc à des élèves de travailler sur une possibilité d'avoir un diplôme qui sera celui du bachelor ou licence en France, reconnu des deux côtés de la frontière, puisque faisant partie des accords de Bologne. Pour accompagner les futurs étudiants dans cette démarche, pour trouver une entreprise, pour candidater, faire un CV, l'organisme de formation C et B, organisme reconnu par le Land de Sarre, a initié un projet en automne 2013. En s'appuyant sur des fonds européens Interreg 4A, C et B a créé une alliance pour la qualification professionnelle de la jeunesse au sein de la grande région. Le projet s'appelle Kiwi et vise notamment à couvrir les besoins futurs en main-d'œuvre qualifiée en créant des pontages. Par pontage, on a choisi des métiers. Et pour celui qui nous concerne ici aujourd'hui, à savoir le pontage Lorraine-Sarre, on a choisi les métiers industriels et d'autre part des techniques de vente. Le projet Kiwi s'intègre de fait dans les accords cadres consignés le Land de Sarre et le Conseil régional de Lorraine en septembre 2014 pour faciliter l'apprentissage transfrontalier. Kiwi donne corps au projet en proposant des carrières dans la continuité d'une formation initiale, mais aussi et surtout dans le cadre de la formation continue. Il faut une suite parce qu'on s'est rendu compte de tous les endroits où il faut changer les choses pour que ça puisse marcher. Je pense que la base, ce sont les jeunes. C'est le plus important d'un côté. Donc ce sont les établissements scolaires, le PLE qui est important, parce que c'est eux qui vont être les acteurs premiers. L'autre acteur incontournable, ce sont les entreprises. Donc ce sont ces deux partenaires-là qui doivent trouver à travailler ensemble, et elles sont en train d'y réussir, pour pouvoir construire quelque chose qui se tienne. Vous avez une opportunité d'embauche après, et puis surtout un petit saut. Voilà, discrètement on vous dira combien, mais c'est pas négligeable.
Juste avant de piquer une tête et surtout d'applaudir nos champions français lors du meeting international de natation du côté de Nancy, avant aussi de s'imaginer châtelain en visitant le château de Gouin en Moselle et bien sûr avant de découvrir comment se passe la récolte de rhubarbe dans les Vosges, eh bien je vous propose de découvrir une entreprise sociale et collaborative qui intéressera les locavores, comprenez ceux qui consomment local, pouvoir se procurer des produits proches de chez soi et de qualité, eh bien ce n'est pas toujours facile. Il en va de même pour les producteurs qui ne savent pas toujours comment faire pour se faire connaître. Un site se propose de jouer les intermédiaires et valoriser ainsi le circuit court. Le site s'intitule La Ruche qui dit oui. TV Cristal a voulu en savoir un petit peu plus sur son fonctionnement en se rendant aux portes ouvertes. Portes ouvertes pour La Ruche qui dit oui à Beach. Cette antenne locale installée depuis mars 2014 fait partie d'un réseau national de 674 ruches. Chaque semaine, le responsable d'une ruche met en ligne une sélection de produits proposés par des producteurs dans un rayon de moins de 250 km. Ici, la marchandise provient d'une distance maximale de 45 km. Les adhérents, dits les abeilles, doivent ainsi passer leur commande via Internet 5 jours avant le vendredi, jour de disponibilité des produits au sein de la ruche beachoise. Donc l'avantage des ruches, c'est que vous commandez au préalable et vous êtes sûr d'avoir votre commande. Vous commandez par Internet, vous payez par Internet. Donc quand vous venez chercher votre commande, vous n'avez que la communication positive avec le producteur. Et vous êtes sûr d'avoir ce que vous avez commandé. La Ruche qui dit oui a été fondée en 2010 par Guillaume Chéron, designer, et Marc-David Choukroun, développeur de projets web. Cette entreprise est née d'un double constat. D'un côté, l'émergence d'une alimentation plus saine des Français et de l'autre, l'absence d'un outil simple sur Internet permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits en direct. Marie-Claire Roche fait partie des 22 producteurs locaux à proposer ses produits de viande à Beach. Nous, en tant que producteurs, pour arriver à trouver les clients, les consommateurs, c'est très difficile parce qu'on est dans nos fermes. Comment se faire connaître ? Alors, un peu les journaux, un peu les boîtes aux lettres, un peu les marchés, mais c'est vrai que la ruche, elle nous a apporté une animation, c'est national. On en entend parler à la télé, on en entend parler. Et puis en plus, il y a plein de producteurs, alors que chez nous, celui qui vient chez moi à la maison, il a du bœuf. Sur la ruche, il y a du bœuf, du fromage, du porc, du pain, de tout. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, quoi. À Beach, la ruche compte ce jour-ci 590 abeilles membres. Revendiquant un modèle plus juste et équitable que la distribution classique, la ruche prélève 16,7% du chiffre d'affaires aux producteurs pour financer pour moitié le responsable de la ruche et pour l'autre moitié le fonctionnement de la société mère. Cette économie collaborative s'appuie sur la mutualisation des biens, des espaces et des outils. Un secteur récent, mais semble-t-il en pleine expansion. Et la Lorraine compte 36 ruches. Pour y découvrir celle de chez vous, direction le site www.laruchequidioui.fr. En parlant de produits de chez nous et de saison, intéressons-nous maintenant à la récolte de rhubarbe. C'est la période idéale, fin mai, début juin, pour la première des 2 récoltes annuelles. Direction les Vosges, dans l'entreprise familiale Moine de Razay, dont c'est la spécialité. Une douzaine de saisonniers arracheurs et effeuilleurs s'y emploient depuis quelques jours. Un travail qui s'effectue à la main, à la sueur de leur front, mais le résultat vaut bien quelques sacrifices. D'ailleurs, le vin de rhubarbe gagne en notoriété, notamment à l'étranger. Un reportage signé Vosges Télévisions. Donc je regarde un peu, j'essaie de prendre tous les pieds du même nœud. Et là je prends une petite poignée, je la tords dans les 2 sens et hop, et ça vient tout seul. Et c'est là la seule technique réellement efficace pour ne pas abîmer le pied à la main. Car c'est la période idéale, fin mai, début juin, pour la première des 2 récoltes annuelles de rhubarbe. Et chez l'entreprise familiale Moine de Razay, dont c'est la spécialité, une douzaine de saisonniers, arracheurs et effeuilleurs s'y emploient depuis quelques jours sur environ 3 hectares, soit 12 000 pieds. Autant dire qu'il y a du travail. On coupe au niveau de la feuille et on coupe au niveau de la queue pour enlever tout ce qui est acide et... Voilà, comme ça on fait. C'est facile, c'est physique? Oui, c'est physique, ça fait mal au dos, mais c'est pas grave, ça fait du bien. On est bien dehors, ça me plaît beaucoup. Cette année, c'est vrai que c'est une belle année et il y a beaucoup de gros bâtons là.
Les pieds sont bien fournis, on a des beaux pieds, il y a un beau rendement. Ouais. Donc c'est une année encore plus difficile quand on est arracheur. Ah, c'est plus plaisant d'avoir des gros bâtons que plein de petites tiges emmêlées les unes dans les autres. Donc nous on préfère avoir des gros bâtons. On vient un peu plus tôt pour justement avoir de l'avance et comme ça les coupeurs ont déjà plusieurs tas de près et ils sont pas en train de nous rattraper, de nous pousser derrière, c'est un peu plus facile pour nous. Vous arrivez à garder la distance ? Ouais. Bon. Ils sont pas très rapides là. Il y a une coupe fin mai début juin, la deuxième vers le 15 août. Bon là partiel parce qu'on prend que 25% de la surface globale pour laisser de la vie et de la photosynthèse au pied et que le pied puisse se régénérer un petit peu, il ne faut pas être trop gourmand quoi. Les belles années, la première coupe peut permettre de produire quelques 70 000 bouteilles environ. Et justement, c'est une très belle année. Il y a eu l'hiver qui a été un petit peu frais, qui a bien gelé. Et cette plante-là a besoin de repos végétatif total, de dormance, pour se régénérer, se restructurer. Et au printemps, il y a eu de la pluie comme il fallait, mi-ombre, mi-soleil, à l'abri du vent. Il n'y a pas eu trop de vent. Donc tous les facteurs étaient réunis pour faire vraiment de la belle rhubarbe. On a des pétioles qui sont magnifiques cette année, ouais. C'est exceptionnel. Une fois la remorque pleine, les bâtons de rhubarbe sont acheminés jusqu'au pressoir avec néanmoins un passage obligé par cette machine un peu spéciale. Elle sert à découper en dés pour faire une tarte en vue de la défibrer ensuite. Parce que si on le met un bâton dans un rotor pour la broyer directement, la fibre s'enroulerait autour et casserait. Et donc il y a une machine qui a été conçue ici par les soins de mon frère et directement ça tombe dans le pressoir. Et là elle est en état de choucroute encore plus fin en vue de sortir le jus d'une façon optimum. Crillon ou blanc des Vosges, tranquille ou pétillant, le vin de rhubarbe se décline en version brute, sec, demi-sec ou moelleux. 6 à 7% de la production annuelle est exportée vers la Chine, le Japon et entre autres la Russie. Un nectar apprécié des professionnels de la restauration du monde entier. Pour l'heure, très peu de rhubarbe est conservée fraîche, mais l'idée de lancer l'activité est à l'étude. Il y a de la demande. Enfin, preuve si besoin du succès rencontré par les établissements moines, ces récentes portes ouvertes qui ont vu plus de 5000 visiteurs se presser sur 2 jours. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Gouin, en Moselle. Vous en avez déjà peut-être rêvé, vivre un conte de fées dans un château d'époque, comme si vous y étiez. Eh bien, ce rêve est à portée de main, encore faut-il en avoir les moyens. En France, une 50aine de châteaux sont à vendre. En Lorraine, ils s'en comptent sur les doigts d'une main. Il faut dire que ces petits bijoux architecturaux sont parfois trop lourds à entretenir. Château à vendre, quelques travaux à prévoir, un reportage de Mirabel TV. Sur un site très connu de petites annonces, on tombe parfois sur des biens immobiliers assez insolites, comme cette bâtisse, en vente pour 1 059 000 € et située à seulement 20 minutes de Metz. Il y en aura encore à faire, mais il faudrait une personne à demeure tout le temps. Il faut un projet qui tienne debout. C'est pas la peine de commencer des travaux si on n'a pas un projet derrière. Trouver un acheteur viable pour son château du XVIe siècle, c'est l'obsession de Bernard Girard depuis près d'1 an. Un véritable petit bijou d'architecture, rare à la vente, l'actuel propriétaire en a hérité de ses parents. Au départ, le château faisait office de maison d'habitation sur la ferme du château. Et après la guerre, mes parents ont construit une maison d'habitation, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est vide, vide complet. Et malgré le potentiel du site, pas facile de vendre un tel édifice sur le marché de l'immobilier. Avec sa 60aine d'arts de terrain et ses 1000 mètres carrés de surface aménageable, Bernard Girard aurait voulu lui-même se lancer dans les travaux de restauration et transformer ce site en lieu de vie. Là, vous êtes dans la partie centrale et dès qu'on passe la porte, on est dans l'aile. On passe dans l'aile et dans la tour. Mais aujourd'hui, il veut passer la main, enfin en partie. Moi, j'ai grandi. J'ai grandi là-dedans. Donc, c'est pour ça que je voudrais essayer de... même si demain matin, je suis plus propriétaire complet, essayer de le réhabiliter pour essayer de le sauver, quoi. Tout. C'est quand même un patrimoine... architectural qui n'est pas négligeable. Et si demain matin on ne fait rien, il sera par terre. Car difficile de voir disparaître sa façade, son grand escalier et sa rampe en fer forgé héritée du siècle des Lumières. Une page de l'histoire régionale qui mériterait un second souffle. On a eu deux visites, une personne qui n'était pas du tout intéressée finalement, c'était pour faire de la musique. Effectivement, c'était pour donner des cours de musique. Et on a eu une personne effectivement qui était intéressée dans le cadre
d'une maison de relaxation, de spa et de bien-être. Autant dire un potentiel de transformation quasi illimité, si tant est qu'on y mette le prix. Bernard Girard garde lui dans un coin de sa tête ce projet structurant pour son village, une maison de retraite pour que ses résidents puissent y mener la vie de château. C'est l'un des grands rendez-vous sportifs de l'année. La piscine olympique de Nancy-Gentilly accueillait le meeting international de natation. 4 étapes, 4 meetings programmés entre janvier et mai 2015. Nice, Amiens, Marseille et enfin Nancy. Les meilleurs nageurs français et internationaux se sont donné rendez-vous en Lorraine. Jérémy Stravius, Florent Manodou ou encore Camille Lacour. Le public était nombreux pour encourager les stars des bassins. À un peu plus de 2 mois des championnats du monde à Kazan en Russie, l'étape nancienne faisait vraiment figure d'entraînement pour ces champions olympiques. Un reportage signé Maï-Lorraine. Nous sommes aujourd'hui à la piscine Alfred de Nakache à Nancy, bien sûr, pour la 4e étape du Golden Tour. À l'issue des autres étapes qui sont déroulées à Nice, Marseille, Amiens. Donc c'est Nancy qui a été choisi pour clôturer cette étape très importante en vue justement des championnats du monde à Kazan. Ça reste totalement des athlètes de haut niveau, ils prennent leur course à cœur bien sûr, mais un meeting comme celui de Nancy est spectaculaire d'abord pour le commun des mortels, c'est clair. Du côté des entraîneurs ou des dirigeants, bien sûr, nous on regarde les performances que nécessairement le grand public ne va peut-être pas regarder. De natation sont vraiment des stars. On en entend parler partout, on a envie de les voir, on a envie de les côtoyer. Même si on n'y connaît pas grand-chose en natation, on a envie de les voir, je pense. Ils vont au championnat du monde, ils sont connus, ils nagent bien. On aimerait bien être comme eux, mais ça m'étonnerait fortement. C'est un bassin où j'ai toujours assez bien nagé. Je le connais bien parce que je crois qu'en 2003 j'ai fait mes premiers championnats de France Benjamin ici. Donc voilà, je suis revenu avec ma soeur en 2005 pour voir le championnat de France. Je suis revenu quelques fois, donc je connais bien le bassin et c'est un bassin qui me plaît et qui nous plaît aux Marseillais en plus, donc c'est cool. C'est pas tous les jours qu'on rencontre Florent Manodou ou Jérémy Stravius ou des trucs comme ça. Et donc c'est quand même assez important. Avoir une épreuve aussi importante sur le territoire lorrain et sur Nancy, c'est très important d'une pour notre natation et aussi pour la ville de Nancy, bien sûr. C'est un événement très important. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous.